Ils vont là où la plupart d'entre nous n'oseraient jamais aller, au cœur de la lutte contre Ebola et sur les zones de combat Syrie, Irak, Nigeria, République centrafricaine, Ukraine. Médecins sans frontières est sur la ligne de front des urgences médicales. Joanne Yu est la présidente de MSF et elle est mon invitée pour parler de ces urgences internationales. Merci beaucoup d'être avec nous sur The Global Conversation. Récemment, MSF a vivement critiqué le manque de réaction de la communauté internationale face à Ebola. D'abord, une réaction initiale tardive et ensuite une réponse à la crise peut-être inadéquate. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite de l'attitude de la communauté internationale face à cette crise? Se dire satisfaite serait, je crois, exagéré. Ce que je peux dire, c'est que notre message a été entendu et certaines choses ont été faites. Maintenant, nous aimerions que la réponse soit plus flexible, plus adaptée, parce que les réponses qui sont déployées aujourd'hui ont été pensées pour les besoins d'hier. Aujourd'hui, les choses ont changé et nous devons nous adapter. On ne met plus en place ces grands centres de 100 ou 200 lits pour isoler les malades d'Ebola, mais on a besoin de centres plus petits dans les campagnes. C'est là le défi. Vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Ebola? De ma vie, jamais je n'oublierai ces images. La dernière fois, je suis allée dans une salle où 3 des 7 patients étaient à un stade très avancé de la maladie. Ils étaient inconscients, saignaient du nez et avaient du sang dans les selles. Nous étions très inquiets de la situation médicale. Ce qui m'a semblé le plus pénible à voir était qu'ils semblaient seuls, privés de ceux qu'ils aiment, avec nous habillés en cosmonautes pour les soigner. Je me dis toujours que les hommes ne sont pas faits pour mourir seuls. Combien de personnes doivent-elles mourir avant que les choses changent? Déjà 6 000 morts, des milliers de personnes infectées. Jusqu'où cela peut-il aller? C'est très difficile de faire une projection et tout le monde a essayé de le faire. Le pire des scénarios a même été évoqué lorsqu'on prédisait qu'on pourrait atteindre début 2015 1 400 000 cas. Mais je ne pense pas que ça ira jusque-là. En réalité, le message qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est que même s'il y a une amélioration dans certaines régions, il est trop tôt pour crier victoire. Nous avons peut-être gagné quelques batailles, mais nous n'avons pas gagné la guerre contre Ebola. Vous testez de nouveaux traitements dans certaines cliniques. Comment cela se passe et quand peut-on espérer des résultats? On devrait mettre en place dès ce mois-ci au moins 2 de nos traitements antiviraux sur des patients infectés dans 2 de nos centres en Afrique de l'Ouest. Cela va durer quelques semaines et on espère des résultats le premier trimestre 2015. Des vaccins sont également en cours de test aux États-Unis. Est-ce que le vaccin est notre meilleure chance de contenir Ebola ou est-il possible de le faire techniquement sur le terrain? Si je me tourne vers le futur, c'est un vaccin qui stoppera la transmission d'Ebola. Et nous espérons vraiment que nous en aurons un aussi vite que possible. À quand, selon vous, un vaccin? On espère qu'en 2015, un vaccin sera disponible pour les besoins de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons reçu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, notamment cette question de Jen Schrady qui demande si vous recevez toute l'aide dont vous avez besoin. Vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais quel est le pays qui fournit l'aide la plus substantielle dans la lutte contre Ebola? Les États-Unis sont très impliqués au Libéria. Ils ont mis en place plusieurs centres. Nous sommes assez loin des engagements pris par le président Obama en septembre, mais ils se sont investis sur le terrain. Nous demandons à ceux qui reçoivent des fonds américains d'être flexibles. Nous n'avons pas besoin de ces 17 centres d'une centaine de lits, mais probablement de quelques centres de 25 lits dans les campagnes. Nous devons nous adapter aux besoins.
Quel sera l'impact du virus sur le long terme? On voit aujourd'hui des écoles fermées, des économies à la dérive. Quelles seront les conséquences? Cela va prendre des années pour s'en remettre. Les pertes humaines, les pertes en termes d'infrastructures. On ne peut pas mesurer toutes les conséquences. Ce n'est pas parce qu'on commence à voir des résultats positifs sur le terrain qu'on doit se concentrer sur le futur. On doit encore faire face à de grands besoins aujourd'hui. C'est une des grandes urgences dont vous vous occupez, mais MSF est actif dans 67 pays à travers le monde. Vous avez des équipes en Syrie et c'est difficile pour vous d'y travailler. Le président Bachar al-Assad n'a pas autorisé la venue de vos équipes, mais vous avez négocié pour être présent dans certaines zones contrôlées par les rebelles. Quelle est la situation là-bas? Pour l'instant, notre présence est assez limitée. On a peu d'informations et c'est très inquiétant. La Syrie est aujourd'hui l'une des plus grandes crises humanitaires. C'est une priorité opérationnelle, mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la magnitude de cette crise. C'est la triste réalité. Pourquoi ne vous laisse-t-il pas entrer? En fait, nous n'avons pas les garanties de sécurité suffisantes pour que nos équipes se mettent en place. Vous devez parfois faire face à des dilemmes éthiques. Par exemple, pour travailler dans certaines zones, MSF a dû par le passé payer des taxes à des militants affiliés à Al-Qaïda. Comment évaluer ces situations? La réalité est qu'on paie des taxes partout où l'on travaille. Si on travaille avec un gouvernement et qu'on veut importer des antirétroviraux dans un pays d'Afrique, on n'est pas exempté de taxes. Partout, on paie quelque chose, que cela soit à un gouvernement en place ou à une autre forme d'autorité. Et ça, c'est la réalité sur le terrain. Cela doit être difficile de faire la part du bien et du mal, tout en sachant que les taxes payées par des organisations comme la vôtre ne serviront probablement pas les objectifs les plus nobles. On réfléchit toujours à l'action qu'on veut mettre en place et à ses conséquences. Et si on pense qu'on peut avoir un impact et sauver des vies, alors on négocie avec les parties en place. Une autre question d'Internet signée Ray Likes a Boss, qui demande comment vous parvenez jusqu'aux zones de conflit. Nous évaluons d'abord la situation géopolitique avant d'aller sur le terrain. J'ai fait par exemple ce qu'on appelle des missions préalables. Vous allez parler avec tout le monde pour expliquer qui vous êtes et essayer d'obtenir des garanties pour le travail que vous voulez faire sur le terrain, pour être sûr que votre action aura un impact et répondra à des besoins spécifiques. C'est comme cela qu'on fait la plupart du temps. Vous êtes aussi présent aux portes de l'Europe, en Ukraine. Quel a été l'impact de votre action depuis que les services médicaux de l'État ont disparu de l'Est de l'Ukraine? Depuis que le gouvernement a pris cette décision et depuis le début du conflit en mai, nous avons apporté de l'aide aux uns comme aux autres, avant tout en termes de soutien psychologique. Parce qu'on a vu que les populations étaient gravement traumatisées par ce qu'elles devaient endurer dans toutes ces attaques. Quel serait votre message au président Poroshenko? Je crois que maintenant, il faut qu'il autorise l'aide à arriver et qu'il simplifie les difficultés administratives. Êtes-vous gêné dans votre travail? Oui, un peu. La responsabilité de votre travail est très grande. Et là, je voudrais relayer la question que Lulu Nuram nous a fait suivre. Quel est le plus difficile des problèmes que vous avez eu à régler? Le plus difficile est quand les populations de certaines régions n'acceptent pas notre présence.
C'est ce qu'on a vu en Afrique de l'Ouest. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on venait faire ici. Ils avaient peur. Il y a eu un moment où les gens pensaient que nous leur apportions Ebola. Ils nous repoussaient physiquement. C'est difficile parce qu'on réalise qu'il faut parfois du temps pour être accepté. Mais quand vous avez Ebola, une maladie dont la moitié des cas est fatale et qu'il faut agir vite, vous n'avez pas le luxe d'attendre. Mais on sait qu'être accepté sur le terrain est la clé pour que notre travail soit un succès. Dr. Janyu, many thanks for being with us on the Global Conversation. Thank you.